content d'animer cette session. Mon engagement communautaire à moi, c'était bien sûr d'écrire sur le cancer avec le livre Revivre, où j'ai partagé des idées sur comment je voyais les choses, au fond. J'ai fait un récit le plus authentique possible de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. J'ai aussi mis en ligne sur mon site guycorneau.com un dialogue avec les cellules, dont le Dr Béliveau nous a parlé tout à l'heure, une façon d'écouter ce qui se passe en nous et une façon aussi d'y répondre par la visualisation et des choses comme ça. C'est gratuit sur le site guycorneau.com. Pour moi, disons, le modèle à partir duquel j'opère, et je voudrais remercier le Dr Béliveau, le Dr Loisel et le Dr Boukaram, parce que je suis exactement dans cette ligne-là. Non pas l'un ou l'autre sorte de traitement, mais les deux, c'est-à-dire l'un et l'autre, à la fois des traitements complémentaires, des traitements médicaux et parfois des petits traitements alternatifs par la bande. Je me dis, moi, dans ma petite tête à moi, que les cellules ont des capacités de reproduction, d'auto-organisation, mais aussi une capacité d'auto-réparation, d'auto-régénération. Et au fond, les traitements qu'on met en place, que ce soit de l'ordre de la chimiothérapie, donc de l'ordre médical, de l'ordre de l'homéopathie ou de l'acupuncture, ou des changements alimentaires que j'ai fait dans tout... Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être très malade dans ma vie. Donc, et ou même méditation, visualisation et tout ça, pour moi, on met en place un environnement soignant qui sert à une chose, à éveiller nos propres capacités d'autorégénération. Alors parfois, cette capacité d'autorégénération, on peut la stimuler par cet environnement soignant. Des fois, il faut la provoquer. J'ai été sauvé 2 ou 3 fois dans ma vie par des traitements de 100 mg de cortisone qui m'ont ramené à la vie. Et heureusement qu'il y a des traitements médicaux. Et donc, mais en gros, c'est le système à partir duquel j'opère. Et je me dis aussi que, là, je participe à un congrès sur Vaincre le cancer, mais pour moi, il y a toute la question aussi de l'écoute de la maladie, parce que pour moi, qui est un psy, il y a toute cette question, bien sûr, de lutter, il y a la question aussi d'écouter une maladie, pas l'écouter pour la suivre et en mourir, l'écouter pour savoir au moins ce qu'elle est venue nous dire, comment elle cogne à la porte. Dans le cas du cancer, je pense que, bien sûr qu'il y a des facteurs sociaux, familiaux, c'est ce qu'on a entendu ce matin. Il y a aussi, d'après moi, des facteurs psychologiques qui nous parlent d'une division d'avec soi. J'ai connu en tout cas suffisamment de patients du cancer, dont moi-même, pour savoir que souvent, ces cancers ont permis un réalignement de la personne dans sa créativité, dans ses idéaux de vie, et souvent choisir des nouvelles façons de vivre. En tout cas, des modifications extrêmement importantes du style de vie, comme on a entendu ce matin. Et pour moi, le cancer parle justement de cette division entre soi et soi-même. Au niveau communautaire, bon, bien sûr, je fais les conférences que je peux, quand je le peux, souvent gratuitement, dans différents types d'hôpitaux, dans d'aide aux patients aussi, et tout ça, comme aujourd'hui. Et en termes d'engagement communautaire, je suis un psychanalyste, moi, qui travaillait dans un bureau, et ça coûte très cher consulter des psychanalystes. Et après une douzaine d'années de ce travail-là, je me suis dit, bon, c'est juste pas possible, il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça, c'est vraiment... Alors, j'ai mis en place un réseau d'entraide pour les hommes, un réseau d'entraide pour les femmes. C'est devenu Réseau Hommes Québec, Réseau Femmes Québec. C'était des façons pour moi d'organiser des groupes de parole, des groupes d'expression qui permettent à des gens d'avoir accès, non pas à de la thérapie, mais au moins de s'entraider. Je crois beaucoup à l'entraide humaine. Je pense vraiment que même les changements par rapport au cancer vont venir des pressions des patients sur les médecins et sur le système pour amener des changements. Bien sûr, on peut parler des médicaments qui sont subventionnés, mais il y a tout l'accès aux complémentaires ne l'est pas. Et j'ai connu des gens qui ont dépensé 100 000 $ en frais complémentaires pour passer à travers des cancers. Donc, pas tout le monde qui a 100 000 $. Cependant, j'aimerais noter, comme Christian Boukaram l'a fait tout à l'heure, que yoga, méditation, visualisation, c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher et qu'on peut apprendre, qui demandent juste un peu de discipline. Il y a des livres là-dessus maintenant, il y a des choses sur Internet sur comment méditer et tout ça. C'est extrêmement intéressant. Et bien sûr, en tant que psy, je dirais que notre état d'âme est très, très important. Notre état d'esprit est aussi ce qui donne la clé au système immunitaire en disant, ben, est-ce qu'on combat pour notre vie? Est-ce qu'on veut vivre encore? Est-ce qu'on a encore le goût de vivre? Est-ce qu'il y a des projets joyeux qui nous intéressent? Ou au contraire, on est fatigué de vivre et on veut mourir? C'est des choses qui donnent le là au système immunitaire pour dire, ben, on fabrique de l'immunité ou on se laisse aller. Donc, pour moi, ces choses-là sont réelles, tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire aussi. Je trouve que c'est important que des messages nouveaux circulent dans nos communautés en regardant la maladie non pas seulement comme une fatalité, comme le docteur Béliveau l'a montré. Bien sûr qu'il y a des prédispositions, mais ce n'est pas une fatalité génétique, mais qu'en même temps,
on peut s'en servir comme une opportunité de changement vraiment importante, une opportunité d'évolution dans nos sociétés, puis une possibilité aussi de créer de la joie et de créer des nouveaux apports dans nos communautés. Alors, je voudrais laisser la parole à Nabila Ben Youssef, d'abord la remercier pour son monologue extraordinaire. Merci beaucoup. Et vous, pour votre propre témoignage personnel par rapport au cancer. J'ai accepté de témoigner parce que, premièrement, ça fait du bien de partager, de communiquer sa maladie et son épreuve aussi, ses épreuves. Et puis, ça fait encore plus de bien de soutenir, comme je fais à l'occasion, des fois par des conférences et quelque chose, de soutenir ceux qui se retrouvent dans la même situation. C'est toujours utile d'apprendre de l'expérience des autres ou du cheminement des autres. Comme moi, par exemple, la première chose que j'ai fait quand j'ai appris que j'avais un cancer, c'est d'appeler une amie qui l'a eu une année avant moi, pour qu'elle me parle de comment elle a eu ça, comment elle a vécu ça, c'est très important pour nous. Premièrement, on ne se sent pas seul. Ça, c'est rassurant, et aussi pour éviter certaines choses que l'autre n'a pas vu passer ou n'a pas eu l'occasion d'éviter. Moi, personnellement, partout où je vais témoigner de mon cheminement ou de mon expérience, on dit que c'est mieux de prévenir que guérir. Et c'est pour prévenir surtout parce que, j'avoue, je me considère, vous allez peut-être être surpris, mais je me considère très chanceuse d'avoir eu le cancer. Et surtout de l'avoir eu au Québec. Parce que si j'étais dans mon pays d'origine, le temps de s'en apercevoir, le temps de le découvrir et le temps de passer à l'examen et avoir un rendez-vous pour une opération, il serait pas mal trop avancé. Donc, j'étais vraiment contente du service que j'ai eu, et je veux vraiment le témoigner aujourd'hui devant tout le monde que malgré tout ce qu'on dit du système de la santé, ça reste le système l'un des meilleurs au monde, je pense. J'ai eu des soins incroyables, le personnel, tout le personnel, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les médecins, les spécialistes et tout ça, était d'une efficacité et d'une gentillesse incroyable avec moi, et j'imagine avec tout le monde, c'est ce que j'ai vu. Donc je me considère chanceuse parce que c'est la première fois, ça a été une occasion pour moi d'arrêter pour la première fois de ma vie, d'arrêter et de réfléchir. C'est sûr que c'est un choc tout le monde va avoir ce choc-là quand il va savoir qu'il a un cancer. C'était un choc parce que on se dit, la première chose qu'on se demande, pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi, je me demandais pourquoi moi, parce que il n'y a pas personne dans ma famille qui l'a eu, ni ma mère, moi, j'étais diagnostiquée pour le cancer du sein, ni ma mère, ni mes sœurs, ni mes tantes, ça n'existait pas du tout dans ma famille. Et puis, j'ai toujours mangé sainement. Je ne cuisinais que les repas suggérés
par Dr Béliveau, avant même depuis toute petite, avant de connaître ces recettes-là. Quand je le voyais dans l'émission Campagne, je me dis, ah mais tiens, ben oui, moi je mange ça. Mais c'est que pour dire que tout le monde peut... Ça peut arriver à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste que je suis allée... j'ai pas eu le même vécu que mes sœurs et ma mère, peut-être. Je suis allée trop loin. Je me suis jamais occupée, j'ai jamais pensé à ma santé, je me suis jamais occupée de ma santé. Je fais un métier qui est tellement, il y a énormément de concurrence, la concurrence est féroce, il faut toujours performer, il faut toujours être à la hauteur, il faut se mettre dans le danger, il faut prendre des risques, il faut tout le temps, et dans mon cas, comme je suis, c'est un domaine qui est encore dominé par les hommes aussi, il faut le dire. Je suis une fille en plus qui n'est pas née ici, donc je dois performer doublement, je dois travailler doublement, je devais continuellement et je courais après le temps, sans prendre jamais de répit, ni de pause, ni pour réfléchir, ni de vacances, ni il faut écouter son corps. J'ai pas de leçon à dire à personne. La seule chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas attendre le pire pour s'arrêter et réfléchir. C'est vraiment très important de s'arrêter de temps en temps et de se demander si on est dans le bon chemin, si on fait les choses correctement, si c'est bon, si ça c'est bon pour moi, si c'est ça ce que je veux vraiment. Et ça m'a permis vraiment de changer complètement ma façon de voir la vie, ma façon de fonctionner, ma façon de travailler. Maintenant, j'ai du plaisir sur scène, ce que je n'avais pas avant. J'étais tout le temps sur les nerfs, tout le temps j'avais tout le temps le trac, j'étais tout le temps, j'avais peur, tout le temps, toutes les peurs, peur de ne pas plaire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas de ne pas y arriver, de ne pas réussir, tout le temps avoir peur. Et ces peurs-là, c'est ça qui alimente les... je sais pas si ça alimente les cellules cancéreuses, mais ce n'est pas... ça ne peut pas faire du bien, en tout cas. Ça ne peut que faire du mal. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a rien qui arrive, rien n'est grave pour moi maintenant. Tout ce qui arrive, je le prends à la légère et je souris et je fais une blague pour dédramatiser et continuer. Et c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le rire m'a vraiment aidé à passer à travers. Alors voilà, je le souhaite à tout le monde. Et à partir du moment, quand on le voit de cette façon-là, on n'a plus peur de la maladie. Parce qu'on l'accepte et on se dit, c'est pas arrivé pour rien. C'est peut-être pour mon meilleur. C'est peut-être tant mieux et c'est peut-être pour mon bien. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nabila, qui, vous l'aurez compris, est à la fois comédienne et humoriste. Merci infiniment pour ce témoignage. Je peux très bien raisonner à ça parce que moi-même, quand le cancer éclate en 2008, j'ai une émission hebdomadaire à la télévision. Je suis à peu près 4 mois et demi par année à l'étranger pour des tournées de conférences. Et je suis en train de terminer un livre qui s'est appelé Le meilleur de soi, qui est paru en 2007. Et donc, j'ai aussi brûlé la chandelle par les deux bouts et que j'écoutais Christian Boucaram et Dr Béliveau parler de ça, du stress. Moi, je peux dire que le stress n'est pas une cause, mais le stress est un facteur déclenchant, sûrement. En ce qui me concerne, je trouve que le stress, le surstress, le stress aigu sont vraiment des facteurs qui viennent favoriser l'apparition du cancer parce qu'ils agissent sur le système immunitaire, d'après moi. Donc, c'est ça. Moi-même, mon cancer est devenu très public. À un moment donné, j'étais au Salon du livre de Chicoutimi, j'avais pas un cheveu sur la tête, j'étais en plein traitement de chimio. Et le lendemain matin, c'était un samedi, le lendemain matin, je vois ma photo en première page du quotidien du Saguenay, alors que personne ne savait publiquement que j'avais le cancer. Donc, ça a été une traînée de poudre fantastique. Le surlendemain, j'étais au Téléjournal, à Radio-Canada pour ça. Et j'étais très, très en colère que ça soit sorti parce que je voulais vivre ça d'une façon privée, au fond. Cet événement-là et ce passage-là. Mais en même temps, bon, je me suis dit, bon, ça peut servir, tant mieux, je vais dire ce que je fais. Puis ça a donné aussi Revivre, qui était un livre qui était, puisque tout était rendu public, je l'ai dit à tout le monde. C'était ma façon de devenir communautaire par rapport à tout ça. Je voudrais présenter une autre personne, Simon-Olivier Fecteau, qui est aussi un humoriste et un comédien, mais en plus un réalisateur d'une série web qui s'appelle En audition avec Olivier. C'est bien ça? Ben, c'est ça, je suis réalisateur et comédien. Je travaille surtout en comédie. J'ai personne dans ma famille qui n'a jamais eu de cancer. J'ai jamais eu de cancer. Regarde, touchons du bois, parce que ça a l'air d'une maladie très difficile. Mais jusqu'à présent, dans ma vie, jusqu'en 2012, j'ai jamais été touché de près ou de loin par des gens qui ont le cancer. J'ai fait une série web. Là, je fais une émission de télé. En 2009, j'ai sorti une série web qui s'appelle En audition avec Simon. En gros, je faisais un réalisateur qui reçoit des grosses vedettes québécoises, puis je les traite comme de la merde. Je les humilie. Puis j'ai fini ça, puis en 2012, j'ai eu un courriel d'un gars qui s'appelle Benoît Clich, qui est comédien. Qui est comédien, mais pas connu, en fait, qui me dit, il m'écrit un peu, puis il me dit qu'il aimerait vraiment ça me rencontrer, tout ça. Puis il m'écrit beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Et puis, tu sais, un peu, OK, un peu pour... Ça fait peur. Mais finalement, quand même, après, tu sais, comme je sais pas combien de jours, de mois, mais je dis, regarde, on va se rencontrer, tout ça. Et on se rencontre, puis finalement, quand je le vois, il a les cheveux tout rasés, puis il a une grosse, énorme cicatrice sur le bord de la tête. Puis il me raconte, en fait, qu'il y a eu une tumeur au cerveau, et puis que maintenant, il vit la vie à fond, puis qu'il a perdu... il a pris du poids, il a perdu sa santé pendant un gros bout de temps. Il y a eu une opération, il a enlevé il y avait un gros trou, en fait. Et puis, il a composé une chanson qui s'appelle « Un trou dans la tête ». Puis là, il me parle de tout ça. Puis il me dit qu'il aimerait vraiment ça, travailler avec moi. Puis il dit « Go, on fait quelque chose ». Ben, OK. OK. Mais tu sais, on est tous bien occupés dans la vie. Puis moi, je travaillais sur un autre truc, le bien occupé. Fait qu'il y a 1 an et demi qui passe. Puis j'ai pas eu le temps de faire quelque chose jusqu'à ce moment-là. Et puis Benoît Clich, finalement, à un moment donné, j'ai reçu un courriel, ça faisait comme 8 mois que je n'avais pas entendu parler de lui, puis il m'a écrit un court message, il m'a écrit « Si ça te tente de faire quelque chose, c'est pas mal tout de suite. » Parce qu'il venait d'apprendre que sa tumeur était rendue inopérable. Puis même si j'étais probablement plus occupé que jamais, je me suis dit « OK, on dirait que ça a comme eu une résonance. » Puis j'ai décidé de tourner une audition avec Simon, avec lui, que j'ai écrit rapidement. Par une audition avec Simon, on s'entend que le concept, c'est toujours que, d'une façon ou d'une autre, je ris de la personne qui vient passer l'audition. Alors, Benoît n'est pas connu, je ne pouvais pas rire des trucs connus, fait qu'on a décidé d'approcher le fait qu'il avait le cancer, puis que c'était inopérable. Puis ça a été la trame comique de l'audition. Puis Benoît je pense que j'ai jamais vu quelqu'un avec autant... Tu sais, je travaille avec plein d'humoristes, je connais toute la gang, il y en a qui sont bien drôles, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec un sens de l'humour et d'autodérision aussi grand. Fait qu'on a tourné une capsule ensemble que je vais vous montrer dans 2 secondes, en fait. Et puis, c'est ça, cette capsule-là, ben, finalement, on rit avec le fait qu'il va
qu'il va mourir. Fait que si on peut la faire jouer. Bon, Benoît, fait que tu l'aimes pas? Ben, en fait, c'est parce que, bon, c'est ça. J'ai déjà parlé avec mon agent. Il m'a dit que mon audition avait très bien été. Pour vrai, t'étais super bon en audition, c'était parfait. Mais j'ai pas eu le rôle. Ouais, écoute, non. Ben non. Mais pourquoi? Je pense que c'est un problème d'horaire. Mais regarde, en ce moment, j'ai le temps en masse. C'est un super beau personnage. Toi, Benoît, le truc sur le bord de toi. OK, c'est ça, là? Je pense qu'il y a une tumeur, hein, c'est ça? Oui, tumeur cancéreuse. Ils ont travaillé, mais ils peuvent plus vraiment rien faire. Puis c'est ça, c'est parce que nous autres, crime, on tourne l'été prochain. OK. Non, mais pas l'été comme là, l'été dans un an. Fait que tu sais, c'est loin, là. Fait que je peux pas vraiment tourner si t'es pas... Si je sais pas quoi. Si t'es pas... si t'es pas ici, ou pas là, pas parmi nous. Fait que moi, j'étais le meilleur pour le rôle, mais tu me discrimines parce que je vais mourir. Écoute, Benoît, ce qu'Étienne essaie de dire, c'est juste que, mettons qu'on tourne ensemble l'été prochain, jusqu'au bout, puis qu'après, je te perds pour la promo. Ça marche pas non plus, là. Pleure pas. Pleure pas, Benoît. Pleure pas, là. Pleure pas. Fait que ça, c'est de l'acting. Mais c'était mieux de prendre quelqu'un qui est en santé, rendu là. C'est pas facile pour personne ce que tu vis. T'sais, c'est pas plus facile pour moi que pour toi. Là. Gars, sais-tu quoi, Benoît? Fuck off. Gars, c'est beau. OK, gars, c'est beau. Je pense que j'ai le goût du risque, là. Le rôle, c'est à toi. Bravo. Ben, merci. Merci beaucoup. Et toi aussi, vous serez pas déçus. Tu seras pas déçu, mais... Merci. Fait que je te trouve un backup. Chris, oui. Fait que voilà, fait qu'on a fait ça ensemble. Et puis, la capsule, elle dure 3 minutes environ. Puis habituellement, ça prend environ 1 heure ou 2 à tourner. Et puis Benoît, à ce moment-là, sa tumeur, elle était dans la section de son cerveau qui a un lien avec la parole. Alors, il n'était pas capable de dire 2 répliques consécutives. Donc, ça a pris 6 heures à tourner. On est allé petit bout par petit bout, tout segmenté, comme on a vraiment pris le temps qu'il fallait. Avec toute l'équipe, tout le monde était très patient, mais en même temps, tu vois ce gars-là, qui veut être comédien, puis qu'on le voit bien qu'il serait bon comédien, qui a du talent, et puis qui a juste la difficulté à ce que son texte sorte. Mais finalement, je l'ai monté, et puis ça paraît pas du tout. Benoît, début janvier, est décédé. Il est mort le 2 ou le 3 janvier, en fait. Et puis la capsule est sortie en août. Jusqu'à présent, il y a 94 000 personnes qui l'ont écouté. Fait que c'est vraiment le fun parce que je pense qu'un de ses rêves à Benoît, c'était d'être connu. Et puis quand la capsule a sorti, ils en ont parlé, les médias en ont parlé dans les journaux et tout ça. Et puis le lendemain de sa mort, en fait, tous les journaux et tous les médias ont fait une mention en parlant de Benoît Clich qui était décédé. Fait que ce gars-là, même s'il n'avait pas fait de gros projets publics encore, a eu la chance, du moins d'une certaine façon, d'accomplir son rêve. La capsule, en ce moment, c'est drôle parce qu'elle est en nomination pour un Olivier au Gala des Oliviers. Fait que dans un gala d'humour. Fait que c'est ça. Fait que bravo, Benoît, puis j'espère vraiment que ça gagne. J'espère que ça gagne. Bien, c'est sûr que c'est le fun pour moi, mais c'est pas vraiment la raison.
J'espère que ça gagne parce qu'il y a plus de monde qui vont aller la voir. Puis ce serait tellement un bel hommage. Fait qu'on verra bien ce qui arrivera. Mais tout court, que ce soit en nomination, je trouve juste que. Ben, gars, c'est chapeau à Benoît. Puis c'est un hommage à lui, en fait. Ce gars-là qui n'a pas eu la chance d'accomplir tout ce qu'il pouvait accomplir. Fait que voilà. Fait que j'aimerais juste une main d'applaudissement pour Benoît, pour lui aujourd'hui.